Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse, la messe de vendredi, c'est avec Abi Alpha Izotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Wella Carrington, le rédacteur en chef du journal Vox Populi, et Ferdinand a été le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative. C'est avec eux que nous analyserons l'actualité socio-politique de notre pays. Cette semaine a été donc marquée par la proposition du G5 à la coalition. Les diplomates européens demandent donc à l'opposition d'aller aux élections. Cette proposition a provoqué une levée de boucliers avec le confrère en studio. On va en parler, on reviendra sur bien d'autres sujets qui font aussi l'actualité. Écoutez sur Radio Taxi FM Lomé. Merci à vous tous qui nous suivez également sur la Gazette du Togo.com, sur cette chaîne YouTube. Bonjour Abi Alpha Izotou. Bonjour confrère, bonjour à ta rédaction. Bon début Ramadan à toute la communauté musulmane, que ce soit au Togo ou ailleurs. C'est 29 ou 30 jours d'un grand parcours de privation, aussi bien physiquement que spirituellement. Donc on souhaite un bon Ramadan à toute la communauté. Ça a bien démarré chez vous? Oui, ça a bien commencé. Je crois qu'aujourd'hui on est en train de pointer le deuxième jour, Inch'Allah. Bon, d'accord, très bien. Beaucoup de courage quand même. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on aborde ce sujet. On l'a déjà souligné par 2 ou 3 fois déjà. Ici, c'est les rafles que nous observons dans plusieurs quartiers de la ville de Lomé, surtout en banlieue, où les soirs, il est toujours difficile pour les citoyens de se déplacer aussi facilement. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que on ramasse et les hommes et les motos, que vous ayez des cartes d'identité ou non, puisqu'on a procédé à quelques petites vérifications, et les motos sont difficilement retrouvables. En tout cas, les propriétaires ont de la peine à avoir accès à leurs engins. Est-ce que ce n'est pas un problème finalement? À quoi cela arrive-t-il, Ferdinand, à votre avis? Je ne sais pas véritablement quoi dire parce que on a déjà discuté, épilogué sur cette affaire de rafle ici, en rappelant de manière claire et nette la constitution de notre pays, le droit au respect des citoyens. Mais ce qui se passe là ressemble à un État qui est totalement en faillite, où on ne sait plus quoi faire, on déverse les militaires dans les rues, on ramasse les gens, on va les mettre sur la place publique dans les casernes, notamment à la gendarmerie au centre-ville, où les gens sont souvent entassés sur un terrain de football durant 2 ou 3 jours, ou dans certaines casernes en banlieue ou à l'intérieur du pays. Et on dit bon que c'est des contrôles de routine, on prend des empreintes des gens et puis 2 ou 3 jours après on les libère. Je ne sais pas dans quel pays ce genre de choses se passent. Et ça commence par être très inquiétant, surtout que malgré les dénonciations, tout ce que nous disons, ça continue tous les jours, ça continue hier nuit, les gens sont actuellement à la gendarmerie. Je ne sais pas quelle est cette conception de la sécurité dans un pays où il y a des informations que nous ne maîtrisons pas forcément. Même s'il y a des informations que nous ne maîtrisons pas forcément, ça n'oblige pas ou ça ne doit pas pousser les autorités à arrêter des citoyens, à aller les exposer durant 2 ou 3 jours à la gendarmerie, à la merci de la nature. Et la dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis, qui est tout alarmant en disant oui, on a pris sa soeur ou sa cousine vers Kagome ou Atamavo, et puis on est allé les exposer, et ils ont perdu les traces. Ils ne savent pas où est-ce qu'on l'a gardée, alors qu'elle est juste sortie pour acheter. Parce que si on prend un de vos parents, il faut le chercher. Elle est juste sortie pour acheter quelque chose. Elle est juste sortie pour acheter quelque chose, et puis on l'a pris, et puis on est parti là, ils ont fait des recherches toute la nuit le lendemain, et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'elle est dans un truc c'est pas une gendarmerie de Kagome ou Atamavo, où elles sont là-bas, et la jeune dame, figurez-vous, était même en menstruation. Donc il y a des atteintes inimaginables même aux droits de l'homme. On ne peut pas être dans un pays qu'on se dit normal, et
on ramasse les gens dans les rues comme les moutons, on va les parquer dans un enclos, et puis 2 ou 3 jours après, on les libère, on leur dit de rentrer à la maison. On lance un filet, on ramasse tout le monde. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la sécurité. Et cette conception de la sécurité nous démontre de plus en plus que nous sommes dans une situation où les gens sont dans la paranoïa, les gens sont frileux, ils ne savent plus quoi faire. Et puis bon, on envoie les militaires ramasser les gens dans la rue. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Dès que vous sortez de votre maison, maintenant, on ne fait même plus de discussion. Parce qu'au début, on vous a dit, si vous n'avez pas de pièces, on vous garde. Là, maintenant, ils ramassent tout le monde. Vous avez des pièces, vous n'en avez pas, on vous prend, même si vous avez des pièces. Et finalement, des gens qui se voient saisir leur moto, tout ça, ils ne retrouvent même plus les engins. Alors, c'est dans quel pays on est? Visiblement, tout est en train de prendre de l'eau. C'est vrai, on devait être rejoint par le confrère Wela Carrington de Vox Populi vient de me signaler qu'il ne pourra plus venir. Ce n'est pas grave. Abi Alpha Izotou, ce sujet on l'avait traité en son temps, mais le problème reste sur le tapis. Jusqu'ici, aucune communication de la part de l'autorité sécuritaire. Le confrère Liberté, dans sa livraison d'hier, évoquait même le coup de force électoral. Et en attendant ce coup de force électoral, il écrit que le président de la République est en train de militariser le pays pour semer la psychose. Est-ce que vous pensez que c'est pour semer la psychose que tout cela se passe dans le pays? Oui, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Au-delà des 3 villes qui sont depuis des mois en état de siège militarisé de tous côtés, je vais citer Mango, Sokodé et Bafilo. Au-delà de ces 3 villes, ces méthodes abjectes se sont invitées à la capitale depuis un temps. Non mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on peut encore parler de villes assiégées quand on évoque Mango, Sokodé, Bafilo? Mais quand on dit il n'y a pas de manifestation, est-ce que c'est une ville assiégée? Il faut seulement prendre... Assiégée, on voit des militaires partout. Eric, je peux t'accompagner. Tu peux prendre après cette émission, c'est d'ailleurs le week-end. Tu peux te dire que je vais faire un tour à Sokodé. Et avant de voir la ville de Sokodé, ou bien avant de sortir de la ville de Sokodé, tu verras les cordons que tu vas traverser. D'abord militaire, ce n'est pas policier, ce n'est pas de la gendarmerie. Des militaires. Secondo, tu rentres dans la ville, tu verras ce que tu vas croiser. Et que tu sois par malchance un homme politique et tu annonces une petite activité dans la ville de Sokodé, et tu vas voir comment tu seras accueilli. Comment tu serais 18 heures que tu sois dans la ville de Sokodé, Bafilo et autres, et tu vas voir les mouvements de troupes. Les mouvements de troupes. Actuellement, c'est impossible dans ces localités-là, aux gens, une dizaine de rester à une devanture pour prendre de l'air. Dès qu'ils voient les gens entrer et arriver, tout le monde prend la poudre d'escapade. C'est comme ça. C'est comme ça, ce n'est pas, je crois qu'on est sur une radio, les gens nous écoutent. Ceux même les bourreaux même de cette méthode-là nous écoutent. Donc moi je pense que ils estiment qu'ils ont pu à un moment donné faire taire la population, je ne sais pas si on appelle ça faire taire au niveau de ces 3 localités. À Lomé, si les gens continuent pas à faire les teigneux, il faut aussi inviter ces méthodes ici. Et ça a commencé. On prend des quartiers donnés, on commence déjà à 18 h la patrouille. Ce n'est pas il y a un jargon militaire là. Ah, qui vous échappe. Oui, c'est une patrouille un peu plus dure là, dans les moments difficiles. Ce n'est pas un couvre-feu. Ce n'est pas un couvre-feu qui est annoncé. Ce n'est pas une patrouille régalienne où on voit que bon, il est 23 h ou bien il est 22 h. Monsieur Ferdinand, pourquoi vous sortez sans votre casque? On prend tout le monde. La dernière fois, la dernière rafle à Gouezongo ici, on a pris une femme. Elle venait d'accoucher. Elle allait faire son 12 h dans la cour de la gendarmerie pendant que son enfant était en train de mourir à la maison. Le nouveau-né? Si, ici, la famille a publié des photos sur les réseaux sociaux. C'est des faits qui sont vérifiables. Ah, Gouezongo ici. Elle est sortie comme ça par mégale pour jeter un peu de la poubelle et puis elle a eu la malchance de tomber dans la langue d'une rafle. On l'a pris et puis ils sont retrouvés au moins à 500 dans la cour de la gendarmerie. Ils ont passé la nuit à la belle étoile. Le lendemain, on a commencé l'identification biométrique. Même avant l'identification, on bien encore sélectionné certains qu'on déplace.
quel est leur sort, et puis les autres là, on les libère comme on veut, quand on veut. C'est important aujourd'hui. Donc moi je pense que puisse communiquer sur ce qui se passe. Et puis cette fameuse histoire d'identification, c'est quoi on identifie les gens biométriquement sans que l'opinion soit éveillée. C'est quoi? À quoi ça rime? Moi je pense que les gens, tu sais, chaque monnaie a son revers. Quand vous regardez les grandes dictatures, peut-être il y a eu des dictatures plus féroces que la nôtre, si je veux parler de celle de Mobutu, qui n'a pas aussi duré que celle du Togo, mais beaucoup de méthodes, beaucoup de vieilles méthodes ont été copiées de Mobutu, allant de l'animation populaire à tout ce que vous savez maintenant, même la façon de gérer l'armée, ça a été, n'est-ce pas, importé du Zaïre. Mobutu, c'est ici, il est venu voir. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est nous qui sommes allés voir. voir. Le Zaïre fait partie des rares pays où nos armées sont allées se faire former. Beaucoup de méthodes que nous déplorons aujourd'hui, c'est venu de chez Mobutu. Mais comment ça s'est terminé? Tenez-vous bien quand je dis que chaque monnaie a son revers. Souvent, quand tous ceux qui sortent sous ordre pour exécuter ces basses besognes, ils ne sont pas forcément pour ce qu'on leur oblige à faire. Un temps, je vous disais ici qu'on finit par tomber dans une méthode d'un officier qui, à un moment donné, il prend une tasse de café qui digère mal et puis il cisaille une partie de la ville, il impose sa discipline et ça faisait rire. C'est vers là qu'on est en train d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers moments avec Mobutu? À un moment donné, les méthodes comme ça que nous déplorons étaient au menu. L'armée inquiétait les gens dans la ville de Kisangani et toutes les villes qui sont dernièrement tombées. À un moment donné, l'état-major de l'armée est obligé de venir partager de l'argent comme ça gratuit pour calmer les troupes. Parce qu'on leur a fait faire subir des atrocités à la population. Et à un moment donné, ils ont commencé par vivre de ces atrocités et ils sont dans le besoin. Et c'est ce désordre militaire-là où à un moment donné, on ne pouvait pas les discipliner dans leur rapport avec la population civile. C'est ça qui a fait ramener Mayele. Et si vous voyez, c'est ça qui l'a fait ramener pour mettre de l'ordre. Ça s'est passé en 91, ça s'est passé en 93. Et finalement, le dernier jour où Mobutu fuyait, ce ne sont pas les rebelles qui sont venus le renvoyer. C'est le camp le plus proche de lui qui sont ces hommes qui sont venus, qui venaient pour le terminer. Ils ont quand même pu l'accompagner avec quelques balles quand il quittait dans un aéronef ukrainien. Il quittait, à un moment donné, son avion même l'a abandonné. Donc, ce sont ces troupes qu'il avait utilisées contre l'inflation qui ont fini par leur envoyer les dernières balles quand ils quittaient pour Lomé. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Ce sont des méthodes, aujourd'hui, ils sont contents, les officiers sont tout puissants, ils se disent qu'on fait ce qu'on veut, c'est ça qu'il faut faire pour les maîtriser parce qu'ils sont teignés, ils ne veulent pas entendre raison. Bien. Ils n'ont qu'à faire, on va voir qui va gagner. Bon, s'ils ont vu une fois quelque part, ils ont vu, on a encore reçu plein d'appels. Ce matin, c'est d'ailleurs pour ça que nous revenons donc, sur... Donc s'ils ont vu une fois dans un pays où l'armée a gagné une guerre contre la population, bon courage à eux. Oui, le problème c'est quoi? C'est que d'abord, nous ne sommes pas dans une situation d'exception. Excusez-moi, vous permettez, en une minute, nous allons observer une pause publicitaire. Retour en studio. Ferdinand, c'est vous qui avez la parole. Vous parlez, oui, je disais qu'on n'est pas dans une situation d'exception. On n'est pas dans un état d'exception, on n'est pas en situation de couvre-feu, on n'est pas en guerre. Même dans les pays qui sont en guerre, personne ne procède comme ça. Dans des pays où il y a des situations difficiles, on ne voit pas l'armée qui sort, qui commence par ramasser des gens comme des boîtes de sardines, on va les entasser dans des casernes et on les libère quand on veut. C'est des atteintes inimaginables aux droits de l'homme. Et donc, il est temps qu'on lance un appel aux autorités qui ont en charge la sécurité de ce pays, en commençant par le président de la République, qui est le premier responsable de l'armée et qui est aussi le ministre de la Défense, en lui disant, il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays, et tous les jours, quand vous sortez, même en plein jour, en ville, vous voyez des militaires qui tiennent en joue les populations. Moi, hier, j'étais dans ma zone de boulot, et à tous les carrefours, il y avait des militaires sous la pluie qui tenaient des fusils, qui tenaient en joue les gens qui passaient. Mais on est dans quel pays? On ne peut pas continuer à accepter ces genres de dérives. Donc, je pense que ceux qui ont la responsabilité sur le plan sécuritaire du pays, je ne sais pas ce qui leur arrive, je ne sais pas de quoi ils ont peur, je ne sais pas pourquoi ils sont frileux. Ils ont toutes les méthodes
pour faire une sécurité normale, comme on le fait dans un pays normal, il ne faudrait pas qu'il nous donne l'impression que l'État est en train d'aller vers la faillite et qu'il ne tienne que le pays que par la force et l'intimidation. Parce que c'est le constat qu'on fait dans tout ce qui est en train de se passer. Et en plus, en le faisant ainsi, ils sont en train d'opposer les populations aux soldats. Ah, oui, parce que l'effet contraire, c'est d'opposer les populations aux soldats. Nous sommes et de mettre les soldats en danger vis-à-vis des civils. Parce que ces soldats qui sont des exécutants, eux, quand on les envoie dans la nuit, tout ça, parce que certains ne sont pas contents de leur mission, parce qu'ils sont tellement surutilisés, ils sont sous la pluie, ils sont nerveux. Parfois, ils agressent les gens. Donc, il ne faudrait pas qu'ils opposent la population aux militaires ou aux gendarmes ou aux policiers. Il y a des méthodes normales depuis, dans ce pays, même quand il y avait eu, comment appelle-t-on, les attaques terroristes de 1986. Oui. Moi, j'étais quoi? Moi, je crois que j'étais au CE2, ou je ne sais pas quoi. Mais on n'avait pas assisté à ce genre de comportement ici. Nous, on était au cours primaire, les ministres comme les Laclé, à l'époque, le préfet du Golfe qui était comme la vie, Yao comme la vie, venait dans les établissements pour nous dire, voilà ce qu'on appelle une grenade, voilà ceci, si vous voyez des gens, il faut les signaler. Mais on ne sortait pas pour ramasser les gens dans les rues comme des poules ou des moutons qu'on va entreposer dans des casernes. Yeah. Donc il faut rapidement qu'on arrête ces rafles-là qui sont organisées dans tous les quartiers de la ville. Ou qu'on communique là-dessus. Ou qu'on communique là-dessus. Parce que ce n'est pas normal qu'on ramasse des gens, qu'on aille prendre leurs empreintes, sans nous dire ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils veulent faire avec ça. Et surtout, des gens qui sont, parfois des gens qui sont chez des proches parents, ils sortent pour acheter un petit truc dans la rue et puis ils disparaissent dans la nature. Et il faut les retrouver 3 jours après. Mais on n'est pas dans un pays normal. Bien sûr, bien sûr. Et il faut pas en prison. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que ces méthodes ont commencé, les détenus politiques, le nombre a flambé dans les lieux de détention. Donc c'est un peu ça. Bon, reste à savoir si ceux qu'on arrête, ce sont des motifs politiques. Quand on les arrête, on libère certains, mais on punit d'autres en les gardant un certain moment, mais d'autres on les envoie en prison. Ça fait que le nombre actuellement a vraiment grossi par rapport aux détenus. Alors, en tout cas, au niveau du Front citoyen Togo Debout, on semble lancer justement une campagne contre la répression policière et militaire, ainsi que les violences de tout genre. Et cette campagne dénommée Opération Article 21, il semble qu'il va y avoir une conférence ou des conférences publiques suivies de débats demain, samedi à 14h au centre communautaire de Baie. Et donc cela a un peu rapport avec ce qu'on est en train de dire. Parlant toujours des militaires des forces armées togolaises, on avait abordé le sujet avec les confrères en début de semaine. On a eu un courrier qui renseignait sur le fait qu'on a rappelé certains éléments des forces armées togolaises, ces éléments qui sont à la retraite, mais qu'on a rappelés pour 6 mois. Et ils sont dans les casernes, enfin dans leur caserne, là où ils étaient avant d'aller à la retraite. Est-ce que cela est dans la même logique que ce qui est en train de se passer là? Ferdinand, et puis donne la parole à Abi Alpha. Oui, je crois qu'on avait donné cette information même plus d'1 mois avant que ce courrier du chef d'état-major. Oui, il y a des murmures. On avait même publié ça. Nous avions donné l'information dans l'alternative. J'avais même commenté ça chez vous ici à l'antenne. On avait donné l'information. Nous, on a même la liste. On avait déjà à l'époque la liste de tous ceux qui ont été rappelés. Et moi, je pense que c'est dans la droite ligne de ce qui se passe. C'est-à-dire que... Et ce premier courrier avait été signé par le président lui-même? Oui, c'était un décret pris par le président. Moi, j'ai la liste de tous ces gens-là. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une situation volatile dans le pays où le pouvoir ne sait pas d'où peut venir le danger ou les gens qui ont servi dans l'armée, qui sont à la retraite depuis 2 ans, à quoi ils peuvent être mêlés avec tout je sais pas, toute la contestation qui est en cours. Alors, pour ne pas les laisser dans la nature, parce que des gens qui sont partis à la retraite il y a 2 ans, qui sont au courant de certains nombres de choses dans l'armée, il faudrait les rappeler dans cette armée-là, parce qu'on ne peut pas dire que le Togo, qui a plus de 20 000 militaires, on connaît le nombre oui, environ 20 000 militaires, le pays le plus militarisé de l'Afrique de l'Ouest par rapport au nombre d'habitants, et qui a des casernes partout, qui quadrille le pays partout, ne peut pas dire qu'on est en manque d'effectifs
puisqu'on en recrute d'ailleurs chaque année, quand on est en manque d'effectifs, ce qui doit justifier le rappel de ceux qui sont déjà partis à la retraite, qui s'insèrent déjà dans la vie civile et qui sont en train de se reconvertir. L'objectif, c'est de les ramener dans les casernes pour les contrôler. Oui, mais selon nos informations, ce ne sont pas des soldats de rang. Oui, c'est des chefs. Oui, c'est de les ramener dans les casernes pour mieux les contrôler. Parce que quand on les ramène dans les casernes, même si on ne leur attribue pas de responsabilité, vous allez voir ce que le décret a dit, ils viennent, certains, ils sont sous les arbres, et puis bon, le soir, ils rentrent à la maison. Sous les arbres? Oui, parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. D'autres pour les motiver à rentrer à revenir, puisque certains ont dit non, qu'ils ne vont pas revenir parce que certains se sont déjà convertis dans d'autres activités. Pour motiver certains à revenir, on leur a dit oui, si vous revenez, on va vous insérer dans les missions de paix au Mali, tout ça, pour que vous gagnez encore un peu d'argent, histoire de les motiver à revenir. Mais l'objectif réel de ce rappel-là, c'est de ramener les gens dans les casernes dans ces moments de tension pour pouvoir les contrôler. Parce que s'ils sont dehors, ils pourront éventuellement se mêler à d'autres personnes ou à d'autres organisations contre le régime. Ça, c'est votre analyse. Hein? C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison à ça. Ah oui, c'est bien. Abi Alpha. Oui, moi je pense que cette fameuse Et puis, cette initiative n'est pas à la première édition. Depuis 2013, selon nos informations, on rappelle toujours les réservistes. Non, c'est pourquoi dans l'armée, il y a certains gradés qui ne vont jamais à la retraite. On vous dira qu'un général n'est jamais retraité. À tout moment, on peut avoir besoin de lui. C'est pourquoi même ils se font appeler l'armée de réserve. Donc, les anciens combattants, dans des moments, c'est-à-dire normaux, sur la base des textes militaires et constitutionnels d'une république, peuvent à tout moment être utilisés. Donc, ce n'est pas que rien n'a été inventé, sauf c'est le contexte dans lequel ça se fait actuellement. C'est ça le problème. Tu sais, cette histoire-là est venue, leur usage a commencé avec l'usage des milices. Au moment où il fallait réinviter les milices dans les manifs pour faire ce que tout le monde les a vu faire, il y avait eu aussi, il était question aussi d'inviter les militaires. Ils savent, parmi les gens qu'ils utilisaient, qui ont dû partir en retraite, ils savent quels étaient les plus virulents, quels étaient ceux qui peuvent exécuter les yeux fermés. Ils ont rappelé les gens. Moi, je connais certains qui à la retraite, ils glanaient un job de nuit, gardiennage, tout ça là, qui sont revenus. On les a rétabli les salaires de leur... C'est des chefs logistes, ils ne sont pas s'il vous plaît. Que rien pour faire des gardiennages. Mais ça fait rien. Il y a même des sous-officiers qui finissent, ils vont dans le gardiennage. Il faut seulement te renseigner. Donc, vous en connaissez? Mais moi je connais, je ne sais pas ici de te donner le nom. Il y a des gens, tu ne peux pas croire que celui-ci peut se retrouver avec un bâton la nuit à la porte de quelqu'un pour un 30 000. Mais c'est ça, ils sont plein nombreux même. Avant même d'aller à la retraite, que les gens commencent pas à négocier cette porte-là. Quand celui qui trouve ça maintenant, actuellement, c'est comme lui, il est tombé dans ce qu'on appelle sésame. Donc moi, je pense que je connais des gens qu'on a rappelés de ces postes-là. On les a établis les salaires sur lesquels ils étaient avant d'aller à la retraite. Et on les utilisait selon les moments. Quand il y a marche, on les appelle et puis tout ce que vous savez. Et au même moment qu'on a réinvité le réseau des milices du régime dans les rouages. Quand tu suis, comme l'a dit Ferdinand, quand tu suis tout ce beau monde-là dans les garnisons, d'abord beaucoup ont refusé. Il y a d'autres même, comme l'a dit le confrère, pour leur vraiment faire prendre la part, on leur a proposé les missions onusiennes. D'autres, malgré ça, ont refusé. À d'autres, on a dit que si vous refusez tout, ce que même vos pensions de retraite, c'est considéré que d'ailleurs, la note qui est sortie, à partir de ce moment, si quelqu'un refuse, ça suspend les pensions de retraite. Donc, bien avant ça, c'était un truc de coulisses. Maintenant, c'est devenu officiel. Avant, on les recrutait plus ou moins avec les miliciens. Maintenant, c'est officiel. Quelqu'un que tout le monde connaît a signé un document ce n'est plus un truc de coulisses, il semblerait-il, c'est officiel. Maintenant, quelle est l'intention derrière? Quand tout ce monde-là va dans les camps, apparemment ils ne sont pas utilisés, mais on a besoin qu'ils soient là-bas. Et puis, très souvent, quand les manifs arrivent, l'habitude est venue de consigner les camps.
quand on dit consignation, les militaires savent mieux ce que ça veut dire. Il semble qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus rentrés chez eux à la maison depuis des semaines et des semaines. C'est pourquoi je dis, quand on dit consignation d'un camp, les militaires savent mieux, ils peuvent mieux vous expliquer. Nous, on va seulement essayer de faire de l'à peu près. Donc, on les consigne, ça rend les gens nerveux. Même leur manger à un moment donné, c'était vraiment ça a commencé par se couper. Actuellement, quand l'heure de manger sonne, on demande à une partie d'aller manger à la maison, de revenir. Plus on a besoin de les garder ensemble, plus les moyens pour les entretenir manquent. Et on s'est dit, mais c'est quoi les gens veulent dans cette histoire-là? Est-ce que l'État, le pays est en guerre contre un pays? Entre-temps, on a vu des pays comme le Nigeria qui ont été envoyés par le Cameroun au niveau d'un État du Nord là-bas. Oui. On a vu des pays qui ont connu des envahissements. Jusqu'à présent, en tout cas, malgré que quand nous on sort, c'est où trouver l'information qui est notre coquelige, on n'a pas connaissance d'une de nos frontières qui est violée par une force étrangère. Le pays n'a pas d'attaque. Pourquoi vous ressourcez autant en termes de... Et puis, n'oubliez pas qu'actuellement, la moindre chose qui rentre dans la cagnotte de l'armée, c'est les armes qu'on achète avant de faire les derniers défilés du 27 avril. Les gens ont acheté les armes à lunettes et c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire les défilés. Ce n'est pas tout qu'on va dire ici. Oui, mais mon frère, les armes, mais il faut savoir de quel type d'armes c'est pour que ça inquiète. Donc moi je pense que les gens font une exploitation, une réhabilitation, je ne sais pas, disproportionnée de l'armée. On se demande, c'est quoi le projet? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'on nous aide à comprendre? Si c'est noble, nous on va les aider à préparer l'opinion. Vous savez, c'est de votre intérêt, machin. Mais ici, là, on a l'impression que quand on perd tout, on est dos au mur. Le chien enragé n'a que ça dents pour se défendre, quoi. Oui, Ferdinand, c'est vrai que cette semaine, vous avez quand même parlé de ces 3 officiers qui étaient aux États-Unis. Vous dénoncez une mission officieuse, visiblement, parce que ceux dont vous parlez, j'ai lu pas mal d'articles, on les a vus la dernière fois ici à Lomé. Alors on se pose la question, ont-ils le don d'ubiquité? On raconte pas des histoires. Laissez ceux qui sont là s'agiter à écrire des histoires qu'on a vu telle personne. Demandez aux sources officielles s'ils sont là ou ils ne sont pas en mission. On ne raconte pas des histoires. Bon voilà, ça je ferme cette parenthèse. Le problème du Togo c'est quoi? C'est que l'armée a pris une place prépondérante dans la vie du pays. Elle grève le budget de l'État. Son entretien grève le budget de l'État et fragilise les autres secteurs. On n'arrive pas à dégager des ressources pour pouvoir alimenter les autres secteurs. Donc vous voyez l'éducation qui est en souffrance, vous voyez la santé qui est en souffrance, alors que plus de 20% du PIB est consacré à l'armée. C'est quand même le plus élevé de la région. Même les pays qui sont en guerre comme le Mali ou le Niger ne sont pas à 10%. Alors, mais ce qui est encore plus frappant, c'est que tous ces fonds qui sont mobilisés pour l'armée ne vont pas directement aux troupes. Quand vous voyez les militaires togolais, s'ils sont dans les casernes, ils sont quand même des gens qui sont tellement misérables. Quand vous voyez des militaires qui sont, je sais pas, en train de garder un immeuble quelque part ou dans les banques, dès que vous sortez, vous faites une opération, ils vous demandent de l'argent. Et ils sont dans des situations extrêmement difficiles. Alors, où va tout cet argent? On se rend compte que cet argent... 10% du budget pour... 20% du PIB du Togo est consacré à l'armée. 20% du PIB togolais. Ah mais si, le Niger est à 6 ou à 7%, mais c'est un pays en guerre. Vous imaginez ce que ça représente en termes de ressources qu'on consacre à l'armée? C'est quel chiffre? Le dernier budget? Mais regardez, regardez, vous allez voir ce que c'est. Mais c'est quand même inquiétant. Et donc, malgré ça, on continue de dépenser de l'argent, d'acquérir du matériel, on ne sait pas pourquoi faire, mais... Quand vous voyez les militaires togolais ou les policiers, les gendarmes, ils n'ont pas de plan de carrière. Ils n'ont pas de plan de carrière. Les gens n'ont pas de plan de carrière. Les gens finissent misérables. Parce que quand vous allez dans l'armée à 18 ans, et si vous faites 20 ans de carrière sans évoluer dans les grades, vous partez à la retraite à 40 ans. Ou 38 ans parfois même. Mais 38 ans, c'est le début de la jeunesse. Et les gens se retrouvent comme ça, sans assurance, sans rien. Ils n'ont pas de plan de carrière. Même les officiers n'ont pas de plan de carrière. C'est quoi un plan de carrière? Si vous êtes commandant, et moi je suis capitaine, je sais que si vous partez,
si moi je vais à l'école de guerre, je reviens, je prends votre place. Mais aujourd'hui, les gens prennent les places selon... automatique, hein. Non, les gens prennent les places selon la loyauté qu'ils ont, ou on brûle même les grades pour avancer à la place de d'autres personnes. Et donc tout ça crée des frustrations. Et donc moi je pense que ce que nous demandons, ou ce pourquoi les gens se battent dans ce pays, ça va dans l'intérêt de tout le monde, y compris de nos frères militaires qui sont dans des situations difficiles, qui parfois passent des jours difficiles, qui parfois sont consignés dans les camps. Et donc ça va dans l'intérêt de tous ces gens-là. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, le seul exitoire qu'on trouve aux militaires togolais, c'est d'aller dans des missions de l'ONU pour pouvoir gagner un peu d'argent et rentrer construire une petite maison quelque part. Et ça aussi c'est la bagarre, parce que ça profite à leurs supérieurs qui se font de l'argent sur le dos des troupes. Donc la minorité qui s'accapare des richesses du pays, qu'on a dénoncé dans un discours, elle est aussi civile que militaire. Et que c'est la majorité qui est dans la misère. Elle est aussi civile que militaire. Regardez nos troupes, regardez comment nos militaires finissent. Ils sont à plaindre finalement, les militaires. Non, ils sont en plaindre. Oui, parce qu'ils sont aussi visiblement otages du système, comme tout le pays est l'otage du régime. Donc on ne peut pas continuer par leur jeter tout le temps la pierre, mais tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils sont civils avant d'aller là-bas, ils seront civils après leur mission dans l'armée. Même quand on leur donne des ordres, on leur dit de faire des choses, il faut qu'ils pensent à demain, parce qu'il y aura forcément un demain. Les gens pensent que, vous savez, moi j'étais, il y a 1 an et demi, j'étais en Gambie. Quand j'étais en Gambie, j'ai discuté avec le chef d'état-major de l'armée gambienne. On était dans le palais de Yaya Jammeh. On était dans, vous avez vu les photos. Moi j'étais sur les chars, on était dans le palais de Yaya Jammeh. Ce monsieur, jusqu'à 2 jours de la chute de Yaya Jammeh, était pour Yaya Jammeh. Il faisait les réunions, il haranguait les gens. Il disait oui, Yaya Jammeh ne partira pas. Mais au dernier moment, il est le premier à avoir tourné sa veste. Mais quand Yaya Jammeh est parti... Vous voulez dire que ceux qui entourent le chef de l'État, un beau matin, ils tourneront kazakh? Mais un militaire n'a jamais été, ou un officier n'a jamais été quelqu'un, je ne sais pas, à part les irréductibles. Ceux qui pensent que bon, ils vont laisser leur vie parce qu'ils ont commis des trucs, les gens n'ont jamais été, les gens ne vont jamais se sacrifier pour un chef d'État. Ça ne se passe, je ne sais pas, ça se passe rarement. Même en Allemagne nazie, au temps où les Alliés avançaient sur le Reichstag, mais sur le palais d'Hitler, même quand la guerre a commencé, beaucoup d'officiers allemands, supérieurs d'ailleurs, étaient renseignés. Comment appelle-t-on les Alliés. C'est pour ça que lorsque Hitler est tombé, Hitler s'est suicidé avec sa femme ou son chien, tout ça, quand on a arrêté les officiers allemands, on a arrêté que les irréductibles. Les Alliés ont organisé la fuite d'autres officiers qui se sont retrouvés en Argentine, en Amérique du Sud, où ils se sont cachés. Parce que ces gens-là ont collaboré à la chute de Hitler. On n'a pas jugé tout le monde au procès de Nuremberg. On n'a pas jugé tous les officiers allemands qui ont collaboré avec Hitler au procès de Nuremberg. Très bien. Quand tu poses toujours la question si finalement le soldat n'est pas, surtout l'homme de troupe n'est pas le type, les faits parlent d'eux-mêmes. Je vais juste vous faire une anecdote. Quand nous on était tout petits, pour avoir évolué dans des villages qui ressemblent presque à des camps, mais il y a des moments, sur 6 mois, sur 3 mois, nos soldats viennent là-bas se faire former. À l'époque, c'est à l'époque est sorti nouvellement leur treillis panthère. Tu es fier de voir ton frère militaire dans cette tenue. Tu es fier de le regarder. Mais on appelle cette fierté. L'armée, dans certaines villes actuellement, vous êtes à 5-6 réunis. Quand un soldat s'arrête, les gens partent. Avant, c'était plutôt pour l'approcher. Quand nous, on était petits, on a vu. Je vous disais un jour dans une analyse que certains d'entre vous au village, je parle de quoi, certains n'ont pas pu fréquenter parce que ils sont tellement intéressés aux soldats pendant leur formation que ça agit sur leur... S'il n'y a pas un parent qui est sévère à la maison pour surveiller sa présence à l'école, certains, à cause de leur présence trop proche des militaires, pendant leur formation, à cause de ça, certains ont abandonné. Il y en a plein qui brillaient, mais qui sont restés en cours de truc. Maintenant, cette fierté-là, elle est finie. À l'époque, quand ils finissent les 6 mois bientôt pour terminer, mais tout ce qu'ils ont, comment les objets qu'ils utilisent, allant de leur randiès, leur gamelle, c'est... le plat qu'ils utilisent pour servir en même temps gobelet ils ont, mais c'est vraiment un souhait que tu trouves un de ces instruments pour garder un souvenir. Maintenant, eux-mêmes, avant de finir tous ces instruments-là, ils n'en ont même pas.
Ça dirait, la misère, elle est, à chaque fois maintenant, si tu vois quelqu'un tirer une moto pour demander au premier monsieur en veste qu'il croise 500 pour compléter l'essence, c'est un militaire, très souvent. Donc on ne souhaite pas ça, c'est notre pays, il faut notre fierté. Je crois que et ça continue comme ça, de cette façon. C'est eux qu'on utilise un moment où ils sont en train de faire la rap là. Il a laissé sa femme hier, un d'entre eux me disait qu'ils volent pour baiser leur femme. Qu'ils volent pour baiser leur femme. Mais si, c'est un homme qui m'a dit ça. Mais si, quand on te prend en rafle, à supposer que tu viens de convoler, tu as la petite sœur de Ferdinand à côté de toi. Dans la première semaine, tu es un sergent, tu es obligé de faire un mois en chose. Mais si tu viens à la maison à midi, c'est pour voler, baiser ta femme et retourner. Donc là, quand ils sont obligés de voler pour baiser leur femme, ils sont obligés de voler pour venir dire bonjour à leurs enfants. C'est eux qui sont les plus malheureux, c'est pas nous. Nous, là où nous on est, mon frère, c'est des cabris morts, hein. Ah oui? Ah merci, si. Bon, d'accord, très bien. Écoutez, ça c'est tout ce qu'on peut dire ce matin par rapport donc à cette histoire des rafles et le comportement de certains de nos frères militaires dans la ville. On les sent un petit peu stressés, nerveux et donc si vous ne savez pas discuter avec eux, vous aurez des problèmes. On espère que tout cela va rentrer en ordre et que l'autorité aussi va communiquer très rapidement sur ce qui se passe et ce qui se fait réellement autour de ces quartiers ciblés visiblement ou dans la capitale et à l'intérieur, dans certaines villes de l'intérieur du pays. Un autre sujet ce matin, c'est par rapport donc à l'actualité politique. L'actualité politique avec ce qui s'est passé cette semaine où la coalition a révélé le contenu de leur discussion avec le G5. Ces ambassadeurs de l'Union européenne, du PNUD, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis qui ont recommandé ou proposé même à la coalition de l'opposition d'accepter aller aux élections prochaines, puisque d'ailleurs le président de la République a dit dans un discours le 27 avril dernier qu'il tiendrait dans les délais légaux. Cette proposition du G5 a provoqué une levée de boucliers. Comment est-ce que vous analysez ça? Quand on prend un peu de recul, Ferdinand, est-ce qu'on doit accuser le G5, sincèrement? Je ne sais pas à quoi ça rime leur organisation, le G5. Je ne sais pas si c'est le G5 du Sahel ou c'est le G5 de je ne sais pas quoi. Mais je trouve quand même très bizarre le comportement de ces diplomates qui viennent chez nous ici, qui sont dans le confort. Parce que les ambassadeurs, tels qu'on les voit, c'est des fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères. Oui. Donc on envoie représenter un pays dans un autre pays. Et quand ils arrivent ici, ils sont dans le confort. Ils ont certes quelques renseignements sur le terrain, mais eux-mêmes ils vivent dans les conforts. Ils sont dans les grandes réceptions, ils sont dans les grands défilés, ils ont le champagne, ils ont tout. Et ils pensent que la vie est belle comme ça pour tout le monde. Et je sais qu'il y avait un ambassadeur ici qui se plaignait même de ce regroupement bizarre qu'eux-mêmes ils appellent le G5, qui était très influencé parfois par les réseaux du PNUD. Et donc, c'est un truc extrêmement bizarre, cette histoire de G5. Moi, je n'y accorde pas grande importance, parce que les ambassadeurs d'ailleurs qui représentent des intérêts divergents, des intérêts de leur pays divergents, ne peuvent pas se mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose de commun. Donc ce truc est tellement bizarre, et moi je pense que rien n'a changé sous le soleil au Togo. Depuis l'accord 4 de Lomé, en 99, oui. On était là, on était encore des militants. Et puis après Chirac est venu, et Chirac est venu, et puis il y a pris des engagements qui ne respectaient pas. Tous les ambassadeurs qui étaient là à l'époque, jusqu'à ce jour, vous allez croire que ce sont les mêmes personnes. C'est le même langage qu'ils tenaient. À chaque fois que le pouvoir est en difficulté, le pouvoir se soustrait de ses engagements et fait de la surenchère et conduit le pays dans l'impasse. Ils ont toujours dit il faut aller aux élections pour régler le problème. Il faut aller aux élections pour régler le problème. 99, je vous dis, moi j'étais là, 99. 2005, même chose. Ils ont dit il y a eu des massacres, les gens ont pris des engagements, on a signé un accord politique global, on doit respecter les accords. Ils disent il faut aller aux élections. Après, 2012, CST, il y a eu des discussions, il y avait l'ancien ambassadeur des États-Unis avec les évêques, Monseigneur Bariga, tout ça.
On avait dit qu'il faut faire la réforme. Les ambassadeurs ont dit qu'il faut aller aux élections. Ils avaient fait une réunion. Je ne sais pas, avec les évêques. Oui, là-bas. Oui, voilà. Oui. Ils sont sortis, ils ont dit qu'il faut aller aux élections. Voilà. 2015, il y avait des problèmes, il faut les régler. Ils ont dit qu'il faut aller aux élections. Finalement, ces gens, je ne sais pas, c'est comme ils sont quand ils sont sur nos territoires, ce qui est valable chez eux, ils pensent que ce n'est pas valable chez nous parce que nous sommes sous les tropiques. Vous savez, les élections, si les élections avaient réglé les problèmes, Hitler n'aurait pas conduit l'Allemagne dans le chaos. Hitler est venu au pouvoir par élection, démocratiquement élu, sans fraude, démocratiquement élu. Les gens ne le savent pas ou les gens feignent de ne pas le savoir. Hitler n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État ou je ne sais pas quoi. Hitler est venu au pouvoir en 1933 par élection. Mais vous avez vu là où il a conduit non seulement l'Allemagne, mais le monde entier. Oui. Donc, si les élections réglaient les problèmes, Hitler aurait pu, avec sa légitimité à l'époque, régler le problème de l'Allemagne. Nous sommes même pas au Togo. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on est dans une impasse, tout bloque, personne ne veut céder. Est-ce que vous pensez que c'est en organisant les élections dans les conditions actuelles que vous réglez le problème? Vous ne faites que déplacer le problème. Peut-être qu'on peut discuter sur le cadre électoral et on va aux élections. Je vous ai dit, après on continue la discussion. Je vous ai parlé de 99 jusqu'à ce jour. On n'a fait que déplacer les problèmes jusqu'à ce jour. On n'a fait que déplacer les problèmes jusqu'à ce jour. Maintenant, je les comprends. Ils n'ont que cette solution. Moi, j'essaie de faire mon raisonnement à charge et à décharge. Je comprends qu'ils n'ont que cette solution à proposer parce que ils se disent que nous sommes dans l'impasse et que bon, on a l'impression que c'est le plus fort qui tient, donc on va du côté du plus fort parce qu'on a nos intérêts là. Mais je vais faire un raisonnement à décharge tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vais faire l'analyse à charge. Très bien, on va marquer une pause obligatoire encore une fois, excusez-moi, il est midi, nous marquons une pause, on se retrouve dans 3 minutes environ. Pour la seconde partie de la grande messe de vendredi avec Abi Alpha Izotou et Ferdinand Haïté. Ferdinand fait une analyse à charge tout à l'heure par rapport donc aux ambassadeurs, notamment le groupe des 5. Il reviendra tout à l'heure sur l'analyse à décharge, à leur décharge bien sûr. Mais avant, Abi Alpha, comment est-ce que vous analysez, vous comprenez vous la proposition de ce groupe des 5? Oui, moi je crois que ce n'est pas une nouveauté. Vous vous rappelez, si on se limite au cadre par exemple allemand, vous vous rappelez avant l'Allemagne, avant l'ambassadeur qui est actuellement, en tant qu'un autre ambassadeur, je crois celui qui l'a remplacé, c'était aussi jeté dans des propos laudatifs oui, bien sûr. Au profit de la dictature. Et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté. Donc moi je pense que actuellement, depuis que cette fameuse histoire de dialogue a commencé, dans les couloirs, c'est vrai qu'on n'a pas la quintessence de tout ce qui a été discuté, mais on a l'essentiel. S'il y a quelque chose de pire que le régime a proposé, c'était cette histoire d'élection. Je sais vous comprenez quoi. C'est-à-dire s'il y a une pire. Oui, le fait simple que le chef d'État a dit qu'il veut te donner des légaux. Mais ce n'était pas seulement le chef d'État, c'était une préparation d'opinion. Ça a commencé, le premier qui a sorti de sa bouche, référendum, c'était Bawara, sur une radio-station de la place. Et ça a commencé comme ça à préparer l'opinion. Après, c'est devenu une position officielle des dirigeants. Tu sais, depuis que ça a commencé, il faut voir les grandes fraudes que le pays a traversées. Mais dites-moi, après quelle élection, d'une façon ferme, les diplomaties représentées ici ont une position parce que tu n'es pas obligé si les gens qui ont organisé un pays, qui les gèrent, qui ont leur armée, si tu es un représentant, l'armée c'est pour le Togo. Mais actuellement c'est devenu pour un clan, ce n'est pas pour le Togo, ça c'est clair. À moins que les gens changent de comportement, c'est une armée clanisée, une armée pour l'intérêt d'un groupe, ça c'est clair. Donc moi je pense que, en tout cas, vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. C'est l'opinion aussi qui est le mieux partagée. Jusqu'à ce que les militaires même changent leur comportement vis-à-vis des civils et qu'ils fassent renaître l'envie de voir un frère qui porte un drapeau togolais et qu'on en soit fier. Actuellement, c'est le sentiment contraire. Donc moi, je pense que quand tu fais le bilan, tu fais un ramassis de ces élections scandaleuses
avec ce qu'il y a comme fraude et comment ça s'est passé pour que cette dictature, mais depuis même le temps de Yadema jusqu'à présent, il faut voir comment d'une façon alambiquée, d'une façon, je ne sais pas, mi-figue, mi-raisin, les diplomates sont souvent représentés ici, comment ils jouent vraiment à la diplomatie. Finalement, le mot diplomatie commence par devenir, prendre le sens d'une escroquerie qui ne dit pas son nom, parce que quand tu expliques quelque chose tel qu'elle doit être, on te dit que ça c'est la réalité, mais ça, de l'autre côté il y a la diplomatie. Ça veut dire que derrière la diplomatie il se cache des choses qui ne sont pas, vous comprenez quoi. Donc moi qui ne sont pas catholiques ou bien je ne sais pas. Donc moi je pense que s'il y a quelque chose de pire que le régime a voulu imposer, a voulu faire depuis que cette crise a commencé, c'est leur volonté à aller à tout prix. Oui, mais et puis quand ces diplomates, vous vous rappelez qu'entre temps, quand il y a un diplomate qui est ici et qui ne rentre pas trop dans la droite ligne de ce groupe-là, très souvent, le régime demande, on ne commence pas à l'isoler, après le régime demande à ce qu'on le rappelle. Et souvent, ils réussissent à le faire rappeler. Donc, c'est des gens qui sont dans un canevas, qui maintenant, c'est nous qui sommes ceux qui sont le camp d'attente, qui doivent savoir. Maintenant, quand tu regardes, tu fais le parcours, tu fais le bilan, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui, ils prennent cette position? C'est pourquoi quand on se plaint actuellement de l'armée, c'est quoi? Qu'est-ce que l'armée a fait dans cette histoire? Tu sais pourquoi l'armée est comme ça? C'est parce que quand la dernière fois je disais dans une analyse que les régimes qui durent beaucoup, quand on dure, finalement ceux qui répondent du pouvoir, ceux qui gèrent le pouvoir finissent par croire que leur première mission c'est de conserver le pouvoir, ce n'est pas de développer le pays. C'est de là-bas qu'on est arrivé. C'est-à-dire, quand on dure, on gère, ça a fait longtemps, on n'a pas peur de quelqu'un qui arrive, on se dit qu'on ne va pas quitter. Finalement, on finit par être convaincu soi-même que la mission pour laquelle je suis présent, c'est de conserver le pouvoir. Et pour conserver un pouvoir, c'est la force que les gens ont décidé ici d'utiliser. Ce n'est pas, comme on le voit dans d'autres pays, des projets réalisés, des politiques des programmes de développement, des programmes de campagne à exécuter de façon à ce que la population se dise ah vraiment celui-ci au départ on ne voulait pas, mais voilà par rapport à ce que nous avons promis, tout ce que M. Faure Gnassingbé a promis. Dites-moi actuellement, ce qu'il n'a pas promis, c'est ça qu'il est en train de faire. Il n'avait pas promis d'endetter le pays, il a réussi à l'endetter. Il n'avait pas promis, il n'avait pas promis que même les sociétés d'État vont tomber en faillite. C'est tombé en faillite. Il n'avait pas promis qu'à un moment donné, le Togo sera obligé d'aller dans d'autres pays prêter l'argent. Vous avez déjà vu un pays qui n'a pas... C'est vrai, vous allez me dire que tout le monde prête l'argent, mais jusqu'à ce qu'on aille prêter l'argent pour payer les fonctionnaires, c'est grave. Merci beaucoup, Abi Alpha. Oui, Ferdinand, par rapport à l'analyse liée donc aux ambassadeurs, vous voulez le faire à décharge à décharge de ces ambassadeurs, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a de cela quelques semaines, ils ne pouvaient pas tenir les mêmes propos? Non. Oui, parce qu'on était dans une situation d'équilibre des forces qui ne leur permettait pas de s'hasarder sur ce chemin-là. Ah. Là, ils ont l'impression là, ils ont l'impression qu'il y a une accalmie et que l'accalmie profite au pouvoir en place, et donc il faut profiter pour dire bon, si on ne peut rien régler, parce que le dialogue est dans l'impasse, les facilitateurs n'ont plus de nouvelles, donc si on ne peut rien régler, donc il faut faire le minimum pour avancer. Donc, c'est la situation qui leur permet de dire ce qu'ils sont en train de dire là. Pour dire, si je dis ça, c'est pour dire que ce qu'on appelle la communauté internationale, j'ai dit que c'est un fourre-tout. C'est un truc, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Mais les gens qui sont dans ce fourre-tout là évoluent selon la direction du vent et la direction de leurs intérêts. Les mêmes qui aujourd'hui sont en train d'être plus ou moins, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont demandé à ce qu'on aille aux discussions et que les discussions aboutissent. Les mêmes qui aujourd'hui jouent un peu à la compréhension avec le régime, demain s'ils sentent le vent basculer, ils vont tourner Kazakh. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Mais je voulais juste dire que nous avons fait plusieurs fois cette analyse pour dire que on ne tourne pas la page d'une dictature de 50 ans avec de la légèreté. Parce que, aussi. Ouais, avec de la légèreté. Et là, quand je parle, je m'adresse à la coalition. Et il y a beaucoup de choses que cette coalition doit faire. Il y a énormément du travail qu'il faut faire. Il faut, au-delà des annonces,
au-delà des vœux, au-delà des souhaits, il faut présenter à ce que nous appelons la communauté internationale, parce qu'à la fin, c'est de là que ça vient. Nous parlons de légitimité, on parle de... Parce que, excusez-moi Ferdinand, mais la dernière fois, quand nous avons eu l'information, quand l'information a été balancée finalement par la coalition, parce qu'on a eu le sentiment qu'au début, ils ne voulaient pas donner l'information selon laquelle le G5 a demandé à ce qu'ils aillent aux élections. Quand finalement, ils ont réussi à la passer dans l'opinion, il y a eu cette forme de levée de bouclier. Et là, on ne comprenait pas finalement ce qui se passe au niveau de la coalition. Oui, moi je pense que au sein de la coalition, on ne travaille pas suffisamment. Quand je dis on ne travaille pas suffisamment, on travaille juste sur les marches, quelques projets, mais on ne travaille pas véritablement, on ne travaille pas sur une alternative crédible à ce régime. Parce que, je le disais tantôt, le contexte togolais est un contexte très complexe. Ça veut dire qu'elle est essoufflée finalement? Non, pas essoufflé. C'est le contexte mais quand togolais. on a un manque d'imagination finalement. Non, le contexte togolais est complexe. C'est un contexte énormément complexe. Ah, d'accord. Je parle d'une dictature de 50 ans, d'un régime qui a des tentacules partout. Je parle de l'enjeu sécuritaire de la région, de la stabilité du pays. Je parle d'une armée qui a été au service d'un clan, d'une famille pendant 50 ans. Je parle des gens qui ont gardé le pouvoir depuis 50 ans, qui se sont enrichis depuis 50 ans. Ces gens-là, pour pouvoir tourner la page, il faut trouver une alternative pour rassurer les gens. Tant que vous n'avez pas une alternative, pilotée par un groupe de personnes, donc ça arrêtait de s'attaquer aux Occidentaux, non, par exemple. Non, je ne dis pas forcément ça. Je dis le projet que la coalition doit porter doit être un projet qui rassure. Vous ne pouvez pas mettre fin à une dictature comme celle-là sans qu'il y ait des défections dans la dictature. Mais avant que les gens ne fassent défection dans cette dictature-là, il faut que les gens soient rassurés que demain, vous n'allez pas leur couper les têtes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous avez vu un sondage qui a dit, même les gens qui sont dans le système en ont marre du système. Mais ils ne quitteront pas le système pour rallier d'autres personnes qui vont immédiatement leur couper les têtes. Ça vaut pour l'armée, ça vaut pour les barons, ça vaut pour les civils. Alors, il faut travailler à une alternative conduite par un homme ou un groupe d'hommes capables de rassurer tous ces gens-là. Pour que les gens soient assurés que si le pays bascule dans la main de notre camp, le pays ne va pas tomber dans le Togo ne va pas basculer dans l'instabilité. Parce que qu'est-ce que le régime utilise aujourd'hui pour faire peur aux gens? Vous voyez, ils ne sont pas organisés, moins de choses, ils se querellent, il y a ci, il y a ça. Vous voulez leur laisser le pays, qu'est-ce que ça va devenir? Donc moi je pense qu'il faut qu'au niveau de la coalition, on travaille davantage à proposer un projet d'alternative. C'est-à-dire, comme moi je le dis, c'est pas de la blague. Moi j'ai demandé à un leader, de manière fantaisiste comme ça, comme il y a des casernes au Togo, il n'a pas pu me répondre. Quels sont les gens qui sont les officiers qui tiennent les casernes? Je ne connais pas leur nom. Il ne connaît pas leur nom. Comment est-ce que vous voulez prendre un pays sans avoir ces éléments élémentaires? Parce que demain, les premiers à garantir votre sécurité, ce sont ces gens-là. N'oubliez pas qu'en 92 ou en 91, on a déjà eu une transition qui a été déstabilisée par les militaires. Bien sûr. Et ça reste dans la tête des gens. Parce que le problème togolais est d'abord militaire avant tout. Bien. Merci beaucoup Ferdinand. Abi Alpha. Oui, pour compléter ce que Ferdinand dit. Et puis, quand on avance, il faut savoir exploiter son terrain. Depuis que cette lutte a commencé, je crois qu'il y a eu 2 grandes gaffes. Quand tu fais un regard, une analyse politique sur ces gaffes-là, je crois que l'opposition, la coalition n'en a pas fait suffisamment l'usage qu'il faut faire. Je vais d'abord parler de l'affaire Bolloré, avec les scandales financiers que cela coûte. Et vous avez vu, on a dû vraiment à plusieurs reprises claironner, tempêter pour que finalement une partie de l'opposition commence par bouger pour, n'est-ce pas, de tout droit, essayer de faire influence pour voir clair dans ce qui se passe avec Bolloré. Vous comprenez? Il faut voir le temps à partir duquel il a eu mise en examen du fameux Bolloré en France, à la réaction de l'opposition ici. Il faut voir le temps qui a passé. Et il faut voir le temps qui a passé de sa mise en examen à la réaction de l'opposition guinéenne. C'est la nuit et le jour. Secondo, l'affaire du Burkina. Quand cette affaire s'est exploitée ici, tu sais, c'est-à-dire, c'est le terrain
qui guide l'action. C'est ça les militaires disent. C'est le terrain qui guide l'action. Hier ici, le tendon sur lequel le régime frappait pour vous traiter de tout le nom, c'est le djihadisme. C'était ça, machin, celui qui parmi vous est le plus mobilisateur, qui est devant, grâce à qui vous tous vous êtes ensemble, vous tous, l'esprit de famille est revenu. On l'a étiqueté, on l'a symbolisé là-bas comme le numéro 1 du djihadisme. Aujourd'hui, le même djihadisme rattrape le régime en place. Et personne ne dit rien. Merci dans l'affaire du Burkina. Ceux qui sont venus faire du scandale là-bas pour mettre fin à la transition au Burkina, il y avait des djihadistes. Ceux qui ont fait le coup ont eu recours à la force djihadiste qui est au Mali et au nord du Niger pour les aider. Les preuves sont là. Et aujourd'hui, ceux-là qui vous taxaient hier, ils sont allés, je ne sais pas comment eux-mêmes ils ont fait de leur militaire. Après, ils prennent les photos, ils passent de diplomate en diplomate pour dire que c'est vous les djihadistes, c'est vous qui avez égorgé les gens à ce côté, machin. Et cette fibre-là, c'est-à-dire ils ont vraiment utilisé ça à fond. À un moment donné, dans le milieu diplomatique, les gens ont commencé par s'affaiblir. Mais si ça se passe comme ça, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Finalement, le temps comme le temps est le meilleur investigateur, l'État a fait ses investigations, leur mensonge les rattrape. Ils sont allés combattre, mais dans la main avec les djihadistes, ils sont allés combattre une transition qui évoluait sans problème. Aujourd'hui, on doit vous monter sur un cheval blanc, venir vous demander pardon avant que vous preniez une position collective par rapport à cette situation. Donc moi je pense que, comme je l'ai dit au départ, c'est le terrain qui guide l'action. Il y a assez d'éléments dans lesquels le régime s'est embourbé. Ces derniers moments, ils sont en phase terminale. Quand on le dit, certains peuvent rigoler, ils peuvent dire qu'on va trop en besoin, mais quand un régime se comporte de la façon dont actuellement on utilise notre armée, c'est que ce régime est en phase terminale. Il faut aller dans l'histoire et parcourir les régimes qui ont duré, qui ont terminé, les comportements que nous voyons actuellement avec l'armée. C'est ces comportements qui sont affichés au dernier moment de ces régimes-là. Et certaines circonstances se prêtent qu'on peut récupérer parce que c'est aussi de la récupération. Avant de boucler avec ce dossier-là, vous savez que la CEDEAO avait récemment demandé aux acteurs politiques pouvoir comme opposition de s'entendre sur l'essentiel pour qu'une solution réelle soit trouvée à la crise togolaise. Nana Akufo-Addo a été choisi, Alpha Condé devrait le seconder, et puis la commission de CEDEAO également devrait travailler, et une solution devait être trouvée avec les acteurs. Le propos sera fait à la CEDEAO d'ici fin du mois prochain, sauf qu'aujourd'hui on entend parler de personnes. Oui, le problème, pourquoi on entend parler de personnes, le problème c'est que personne n'est prêt à céder quoi que ce soit, surtout le régime. C'est le régime qui devait normalement faire des concessions. Non, pourquoi ce sont le régime seulement qui doit faire des concessions? Oui, parce que c'est le régime qui est contesté. C'est le régime qui est contesté. Donc c'est le régime qui doit faire des concessions. C'est le régime qui avait pris des engagements. Oui, mais le régime est resté l'opposition aussi est dans la demande permanente. Le régime est resté hermétique. Le facilitateur a fait le constat que rien ne peut évoluer avec le régime. Ils ont tenté de raisonner les gens, particulièrement le premier responsable qui est M. Paul Nassingbe. Il y a eu des têtes à tête et tout. Ils ont compris qu'il ne veut pas bouger. Il tient à son pouvoir. Il veut rester le plus longtemps possible. Alors la facilitation reste de marbre. C'est-à-dire que les gens n'ont pas... Ils ont un pays à gouverner. Ils n'ont pas le temps à venir rester chez nous ici pour nous regarder. Parce que vous avez une fois vu depuis les facilitations au Togo, un chef d'État qui quitte son pays pour venir faire 3 jours chez nous. 3 jours chez nous. J'ai même entendu des gens qui ont commencé par dire non, le Ghana ne fait rien pour nous. Le facilitateur ne peut rien faire pour vous. Il ne va pas venir par force prendre le monsieur de son fauteuil pour vous dire vous venez vous asseoir. Non, lui il fait le constat que on ne veut pas céder du terrain. Lui il fait le rapport à ses mandats et puis bon, mais le problème n'est pas pour autant résolu parce que si vous voyez aujourd'hui les gens disent oui que le pouvoir a repris de la main, non. Ford est dans l'impasse. Il est dans l'impasse parce que... Le président même a annoncé qu'il fera les élections. Oui, il est dans l'impasse parce que depuis qu'il annonce les élections, il n'évolue pas. Il n'enclenche pas le processus parce qu'il sait pourquoi. Il n'enclenche pas le processus. Vous êtes sûr que le processus n'est pas enclenché? Le processus n'est pas enclenché parce que si le processus est enclenché, on doit le savoir. On n'est quand même pas sur une planète hermétique. Si le processus est enclenché, la CENI va sortir des communiqués, on va continuer par installer les celliers et tout ça. Le processus est toujours au point mort. Il annonce des choses, mais il n'a pas le courage de franchir le Rubicon. En même temps, l'opposition aussi est en face. Alors, à quel jeu joue-t-il alors quand il annonce des choses?
et qu'il n'y a pas de réaction derrière. Oui, parce qu'en réalité, les choses On agite le spectre de la peur. Les choses sont plus compliquées qu'on ne le pense. Les choses sont plus compliquées qu'on ne le pense. Lui, aujourd'hui, il ne peut pas avoir le soutien de ses pairs. Les gens lui disent la vérité. Mais vous imaginez Ouattara, Alassane Ouattara, ou le président Mamadou Issifou, ou le président Kaboré. Alassane Ouattara n'est pas sûr de faire un 3e mandat. Vous êtes d'accord avec moi? Le président Mamadou Issifou n'est pas sûr de faire un 3e mandat. Mais vous êtes en train de finir le 3e mandat. Vous voulez un 4e mandat. Vous allez demander à celui qui n'est pas sûr de faire un 3e mandat parce que la loi de son pays l'interdit, de venir vous soutenir pour que vous fassiez un 4e mandat. Vous pensez que les chefs d'État vont soutenir ça? Mais est-ce que le raisonnement est comme cela quand ils se retrouvent? Oui, mais rien n'est moins sûr. Et puis, Eric, je pense que... On est quand même des journalistes, on a des oreilles, on sait ce qui se passe. Eric. Mais tant qu'on ne va pas s'organiser, de manière à proposer une alternative crédible, Faure va profiter de la situation. Moi, je pense aujourd'hui que la situation de Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est un président qui est là, qui bénéficie de l'inorganisation, du manque de l'opposition, du manque de la réelle politique de l'opposition. Donc, il profite de la situation, il va continuer par profiter. S'il faut régner sur des ruines, il va rester le plus longtemps possible parce que l'alternative que nous proposons n'est pas crédible. Bien. Abi Alpha, et puis on va passer à notre sujet. Moi je pense que sur ce sujet précis, à un moment donné, il faut faire les coulisses pour voir le président du Niger et celui de la Côte d'Ivoire, de façon à ce qu'ils acceptent de tripatuer leur texte pour que lui ne soit pas le seul dans la sous-région. En tout temps, j'avais fait un article à ce sujet. Oui, mais vous vous rappelez? Non, mais en même temps, on se pose la question. C'est pour dire, comment le président togolais peut demander aux autres chefs d'État de tripatouiller leur constitution? Non, en même temps, vous vous rappelez au moment où Yahya Jammeh était là, au moment où le débat était vivant contre Yahya Jammeh, au même moment contre le Togo. Mais Yahya Jammeh, ce comportement était comme une référence par rapport au Togo. Et à chaque fois que le débat arrive, on dit le Togo n'est pas seul. Le fait déjà, sur 15 ou 16 chefs d'État, le fait que vous ayez une position où vous n'êtes pas le seul, à défendre, c'est déjà un crédit qui vous donne le courage de raffermir votre position. Vous comprenez quoi? Je parle de ce que j'ai déjà écrit. Vous savez, les gens croient qu'on va continuer toujours pas faire du sentiment. Soit la CEDEAO, c'est pour deux peuples différents. Il y a certains peuples qui sont des sous-hommes, eux autres, on peut piétiner leurs droits sans que ça déplace les montagnes. Sinon, la crise qui a fait intervenir la CEDEAO vigoureusement en Gambie n'est pas moins grave que ce que nous on a déjà traversé. Par rapport aux crises, c'est-à-dire d'après l'élection, tout ce que vous avez vu, ce que les Gambiens ont vu, les quelques jours qu'ils ont crié pour qu'on aille là-bas, pour ainsi dire, pour les sauver de leur dictature, ça n'a pas été pire que ce que nous on a déjà traversé, mais on nous regarde, vous comprenez quoi? Donc quand tu regardes... Mais pourquoi est-ce qu'on nous regarde faire? Mais je crois que ça ne va pas durer, parce que le texte, la CEDEAO, qu'on le veuille ou pas, tous les textes ne peuvent pas continuer par rester dans les secrets de Dieu. À un moment donné, certains textes l'opinion va progressivement continuer par posséder certains textes. Et tout le monde sait que, d'ailleurs, entre-temps, il y avait eu un canevas communautaire par rapport auquel toutes les constitutions de la sous-région devaient se mouler. Il y avait un canevas par rapport auquel, c'est-à-dire dans lesquels les constitutions de tous les 15 pays de la CEDEAO devaient se retrouver. Le Togo et la Gambie étaient parmi les rares qui s'opposaient. C'est le protocole d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais cela n'a pas empêché que ce soit signé parce qu'il n'était qu'à peine 2 ou 3 qui s'opposaient par rapport au grand nombre. Donc à un moment donné, que les gens le veuillent ou pas, on va finir par du côté de la population que du côté de leurs frères. On va les taper sur les doigts. Alors, ce sujet également traité par Liberté ce matin, puisque le confrère a parlé du vote du Togo à l'ONU et les violences à Gaza en début de semaine. Faure Gnassingbé assumera-t-il sa part de responsabilité? Ferdinand, vous aussi, vous le traitez ce matin. Le Togo est-il franchement complice de ce qui s'est passé ces derniers jours entre Israël et Palestine? Beaucoup plus à Gaza où les soldats israéliens ont tué pas mal de Palestiniens. Oui, il y a eu quoi? Une 60aine de morts tués par balle, dont des enfants.
et puis 2500 blessés. Et ça continue, les violences continuent dans la bande de Gaza. Et qu'est-ce qui en est à l'origine? C'est le transfèrement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, la ville 3 fois sainte, que dénoncent les pays arabes. Et dont le Togo est un appui pour les Américains et les Israéliens. D'ailleurs, on a aperçu les délégations africaines qui étaient à l'inauguration de cette ambassade. Il y avait le Togo. Je rappelle que le Togo n'a pas d'ambassade en Israël, mais je crois qu'ils ont dépêché une délégation. Alors, pendant qu'on était en train de sabler le champagne à Jérusalem, en coupant le ruban pour inaugurer l'ambassade, l'armée israélienne était en train de tuer des enfants, des civils, avec des drones, avec des fusils automatiques, avec des chars d'assaut. Alors, comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui se dit un pays de paix, un pays qui a toujours prôné la paix, tout ça, qui est à la tête de la CEDEAO, va s'associer à un État qui est en train d'utiliser des armes de guerre pour massacrer une population juste sur des questions. Mais en même temps, le Togo ne savait pas que le jour-là, l'armée israélienne allait tuer. Mais attendez, est-ce que c'est d'aujourd'hui que Israël tue les Palestiniens? Oui, est-ce que le Togo était d'accord qu'on puisse transférer l'ambassade? Est-ce que c'est aujourd'hui que Israël tue les Palestiniens? Est-ce que c'est aujourd'hui que Israël ne respecte aucun accord? Israël, c'est un État qui ne respecte jamais ses engagements, qui ne respecte même pas le droit international. À la limite, quand vous voyez le comportement des Israéliens vers les Palestiniens, c'est comme ce qui se passe chez nous ici, où on ramasse les gens, on tabasse les gens, donc les gens ont les mêmes mentalités. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas... mais si, on ne peut pas comprendre qu'un État comme le nôtre peut s'attirer autant de critiques, parce qu'il y a des intérêts personnels entre des individus, parce qu'ils ne savent pas ce que l'État d'Israël fait à nous les Togolais, pour qu'on puisse s'engager jusqu'à ce point en appuyant Israël dans toutes les dérives que cet État est en train de commettre dans la bande de Gaza et autour de toute la zone du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Donc je pense que les nôtres doivent revoir leur politique, et même des pays en Europe et un peu partout, certains pays me m'ont rappelé, ont expulsé des ambassadeurs israéliens. Certains ont publié des communiqués. C'était très... L'Afrique du Sud notamment a rappelé son ambassadeur. Même là, je crois l'Irlande, je ne sais pas quel pays, la Turquie, tout ça. Alors nous, on va s'associer à un truc où on permet aux gens, on va donner notre caution à des gens pour massacrer des populations civiles, tuer des gens, et dire que bon, les civils qu'on tue là, les enfants qu'on tue, les handicapés qu'on a fusillés sont des terroristes. Et nous sommes fiers d'être dans cette compagnie-là, alors que nous disons que nous sommes un État qui prône la paix, nous sommes à la tête de la CEDEAO, nous luttons pour la résolution des conflits, et nous allons soutenir un État terroriste, parce qu'Israël, c'est un État terroriste. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'Israël qui embarque le Togo dans cette aventure? Mais on n'est pas obligé, de suivre. On n'est pas obligé de suivre, on est payé. Les gens disent qu'on est un pays indépendant, à moins que, à un moment donné, M. Faure Gnassingbé, depuis son avènement, on est indépendant, sauf de l'Israël. Si c'est ça qu'on nous dise, que désormais notre métropole c'est l'Israël, et que quand elle veut quelque chose, on est obligé de suivre. Tu sais, les comportements, ça vous suit forcément. La jarre percée, partout, on va le déposer sur 3 pierres, elle va couler. C'est comme ça le Togo. Je crois qu'ils sont allés faire ce fameux vote-là. Ça a coûté au Togo ce que ça a coûté dans le monde arabe, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, à quelques exceptions près, la Palestine c'est l'allié des Arabes de façon naturelle, du milieu arabe. Vous allez aussi, actuellement quand vous prenez le cas de la France, de l'Allemagne, de ces grandes puissances-là où il y a un certain partenariat bilatéral ou bien multilatéral avec le Togo. Quand vous faites le bilan par rapport au milieu arabe, on prend beaucoup plus d'argent du milieu arabe que de tous les autres pays. Que ce soit de l'Amérique, que ce soit de l'Israël, que ce soit de la France. C'est-à-dire quand tu fais le bilan, ce qui vient du monde arabe et ce qui vient le milieu arabe, c'est vrai que moi, parce que je m'intéresse beaucoup au dossier arabe, je me plains que le Togo ne bénéficie pas tellement comme le Sénégal, comme le Mali ou bien comme le Niger du monde arabe. Malgré ça, nous prenons plus du monde arabe en termes de dons, en termes de prêts avec des intérêts très insignifiants
en termes de tout ça, là, nous nourrissons beaucoup plus du monde arabe que c'est d'ailleurs pourquoi la dernière fois, quand après leur vote tétraplégique, là, le monde arabe s'est mis en colère. Il a envoyé très vite ses ministres aller pleurnicher, aller tenir les pieds du monde arabe. Après lui-même, il a suivi pour aller maintenant faire le salam alek pour tout ce que vous savez. Dieu sait ce qu'ils sont allés dire là-bas. Aujourd'hui encore, ils sont de l'autre côté. Continuez par vous voyez la double face d'une dictature. Donc moi, je le refuse. C'est pourquoi il dit à quelques encablures près. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas parlé de tout le monde arabe. J'ai dit à quelques encablures près. Parce qu'il y a des exceptions. Donc moi je pense que et puis quand tu regardes, quand moi je fais le bilan, il y a des pays actuellement d'où les fonds viennent plus vers le Togo que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'est pas le pays arabe le plus fournisseur du Togo. Hein. Ça, je ne donne pas le nom ici. Je suis sur un dossier comme ça. Donc moi je pense que ça affiche encore la double physionomie du régime. Comment il fait travailler le masque selon les intérêts. Mais ce que c'est vraiment, c'est que, et puis c'est au sommet d'un État. Aujourd'hui c'est fort Yassine, demain forcément ça serait un autre. À un moment donné, les gens pensaient que son papa c'était un immortel. Moi, quelqu'un m'a dit très tôt le matin qu'il y a demain est mort, je leur dis papa, mais vraiment vous n'avez pas l'habitude de me mentir, mais pour une fois, notre dialogue n'a pas duré, mais à 16h ou bien 18h, j'ai vu il y a demain avec sur son nez une grosse croix. Il est parti, il n'est jamais revenu. Donc moi je pense que les gens ici c'est un État. Aujourd'hui c'est un, demain forcément c'est un autre. Bien sûr. La question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à l'Arabie Saoudite a toute son importance. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous aventurer dans cette galère-là. Parce que c'est des enjeux qui dépassent notre petit pays. Nous allons chercher quoi dans ces histoires? On va foutre notre nez dans ces histoires. Même les pays comme l'Arabie Saoudite et Israël sont des alliés, vous le savez. Oui. L'Arabie Saoudite et les Israéliens, d'abord ils sont des cousins. Les gens ne savent pas, historiquement ils sont des cousins. C'est pour ça que vous ne verrez jamais l'Arabie Saoudite s'en prendre à Israël. Et tous les renseignements dans la région qui sont fournis à l'Arabie Saoudite sont fournis soit par les Américains, soit par les Israéliens. Et les Saoudiens et les Israéliens, l'Iran. Oui. Et éventuellement aujourd'hui, la Syrie des Alaouites. Donc on ne peut pas aller foutre notre nez dans des histoires qui se passent à des milliers de kilomètres de chez nous et nous attirer la foudre. Vous avez vu un pays africain s'engager aussi loin dans cette affaire comme le Togo? Seul le Togo. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette histoire-là? Alors que nous avons nos problèmes de développement, on a des questions de sécurité, de santé à régler, et personne ne nous aide, et nous, on va aller s'afficher avec des gens qui tirent sur des populations. Ce matin, la Ligue arabe a demandé une réunion urgente. Et demande à ce qu'on qualifie Israël de crimes, des actes que Israël est en train de commettre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Ça veut dire que tous les États qui appuient Israël dans cette aventure sont aussi complices. Donc on ne peut pas faire une diplomatie de brouillard en choisissant les gens selon les intérêts, pas du pays, mais des individus qui tiennent le pays et mettent le pays même en danger. Donc moi je pense que si on est des gens honnêtes, on est humain, on est responsable, on ne peut pas applaudir des deux mains ce que l'État d'Israël est en train de faire aujourd'hui dans la bande de Gaza, principalement, et dans toute la zone. Parce que cette histoire d'Israël est une affaire très volatile. Les gens vous diront, oui, c'est une prophétie, c'est ceci. Il faut arrêter ça. Il y a des gens qui sont là, en train de tuer des civils. Et vous n'allez pas venir nous dire que c'est au nom de Dieu qu'ils sont en train de faire ces genres de conneries. Messieurs, on a encore 2 petites minutes. On va se les partager, évoquer 2 minutes, donc l'affaire d'escroquerie internationale. La Cour suprême, selon ce que le confrère Forum de la semaine a écrit ce matin, remet les pendules à l'heure. Est-ce que Pascal Bodiona est en train de voir le bout du tunnel, Abi Alpha, dans cette affaire? Bon, Pascal Bodiona, ce dossier a commencé, il a fait son cours, il est en train de se clôturer. En tout cas, c'est mon analyse. Le plus grand constat qui se dégage, c'est que, comme dit très bien l'adage, un roi même détourné, il garde sa démarche. Monsieur Pascal Bodiona a gardé sa démarche et rien n'est changé en lui. Que ce soit dans son quotidien ou bien dans ses relations avec... c'est-à-dire à défendre son engagement, à défendre ce dossier. Il est resté toujours ce qu'il est à défendre ce dossier. Et la preuve a encore faite la dernière fois à la Cour suprême. Maintenant, ceux qui vont vraiment se sentir mouillés dans ce dossier-là, c'est ceux qui l'ont accusé de tous les noms d'oiseaux. Depuis là que M. Abbas El Issouf est devenu, a disparu, comment
une aiguille dans le sable du désert. Le dossier même qui ressemble à un serpent du désert, il n'a pas de tête, il n'a pas de queue. Plus le temps passe, plus ça se révèle que c'était vraiment une arnaque politique au sommet d'une république pour se débarrasser de quelqu'un. Bon, j'espère que le temps a fait son parcours et que le temps va très vite résoudre ce problème. Donc on en a tellement parlé que les Togolais ont d'autres priorités, quoi. Oui, bien sûr. Ferdinand. Oui, c'est l'épilogue des errements de la justice togolaise, les errements qui ont commencé dans ce dossier depuis qu'il a été arrêté, le déni de droit, les violations de procédure, tout ce qui a émaillé ce dossier depuis qu'il a fait les deux. C'est aussi ça la justice togolaise. Oui, mais c'est une justice vraiment qui n'est pas à la hauteur d'un pays démocratique, qui est manipulé, qui est instrumentalisé au bon vouloir de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, on vient relever les irrégularités qui ont entaché toute la procédure, alors que ces irrégularités ont toujours été soulevées par la partie, la défense qui les dénonçait, mais on a continué par évoluer, première instance, cour d'appel, jusqu'à arriver aujourd'hui à la Cour suprême, qui remet, comme quelqu'un l'a écrit, les pendules à l'heure. J'espère que c'est le pilote, j'espère que ce n'est pas... les gens n'ont pas reculé, ils n'ont pas reculé pour mieux sauter, ou ils n'ont pas reculé pour concocter d'autres choses contre ce grand citoyen d'État que nous tous nous connaissons. Donc j'espère que cette affaire est en train de connaître son épilogue, mais il faut rester vigilant, connaissant ce qui se passe au Togo, parce que c'est les ambitions politiques qui réveillent les dossiers à la justice. Dès que vous avez une ambition politique, demain, on vous convoque à la justice. Monsieur, merci beaucoup à Ferdinand. Je rappelle que vous êtes le patron du journal L'Alternative, Abi Alpha, le patron du journal. Le rendez-vous, on devrait avoir Willa Carrington de Vox Populi, malheureusement. Il n'est pas arrivé, c'est pas grave. Merci à Diak Prospect qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint Gaton. On se retrouve mardi pour une nouvelle aventure sur la radio. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.